À 2h47 du matin, Ouagadougou se brise. Un coup de feu, puis l'alerte, et le silence bascule en menace ouverte. En moins de 30 minutes, une attaque interne vise à éliminer le président, installer un dirigeant fantoche et couper les ressources nationales avant l'aube, misant sur la peur et la paralysie institutionnelle. Mais que se passe-t-il lorsque ce calcul échoue et qu'Ibrahim Traoré comprend que l'élément décisif n'est ni l'arme ni l'ordre, mais la réaction immédiate de la population ? À 3h15, un détail imprévu apparaît et commence à renverser le cours de la nuit. Ce récit promet plus qu'un épisode spectaculaire. Il vise à expliquer pourquoi cette nuit compte, pour l'État burkinabé, pour ses citoyens et pour l'équilibre régional. L'intérêt pour le spectateur est clair, comprendre en quelques minutes comment un pouvoir vacillant peut se maintenir non par la force brute, mais par une dynamique collective rarement observée à ce niveau. L'enjeu immédiat dépasse la survie personnelle d'Ibrahim Traoré. Il touche à la continuité des institutions, à la crédibilité de l'armée et à la confiance populaire. 3 piliers que les conspirateurs pensaient fragiles. Si l'attaque réussissait, le pays risquait un cycle classique. Instabilité, sanctions implicites, gel des investissements et fragmentation sociale. Mais l'échec du complot ouvre une autre question, plus large. Cette mobilisation improvisée annonce-t-elle un modèle durable de légitimité politique ou seulement une réaction émotionnelle liée à l'urgence ? La réponse importe aussi aux voisins du Sahel, où chaque basculement est observé comme un précédent possible. Et voici le détail qui change tout. Ce qui a tenu cette nuit-là n'était pas prévu par les manuels. Et c'est précisément là que tout se joue. À 3h45, un chiffre inattendu apparaît dans les relevés internes, plus de 2000 appels passés vers la capitale en moins de 30 minutes. Ce volume, inhabituel à cette heure, signale que quelque chose a échappé au contrôle des assaillants. Il ne s'agit plus seulement d'une attaque ciblée contre un homme, mais d'un mouvement diffus, rapide et collectif, déclenché sans centre de commandement formel. Ce mini-révélateur permet de relire les événements précédents. Depuis 2h47, la stratégie des conspirateurs reposait sur une hypothèse classique, isoler le sommet, créer la confusion, puis imposer un fait accompli avant que les unités loyales ne puissent réagir. Ibrahim Traoré, conscient d'une trahison interne, savait que le danger venait moins de l'extérieur que des rouages administratifs déjà infiltrés. Plusieurs officiers clés avaient été déplacés hors de la capitale, affaiblissant volontairement la chaîne de commandement. Dans ce vide temporaire, un autre acteur entre en scène. Des civils apparaissent aux abords du palais présidentiel, d'abord par dizaines, puis par centaines. Agriculteurs, étudiants, commerçants, sans armes ni plan coordonné, mais reliés par l'information qui circule de téléphone en téléphone. La donnée des appels révèle cette bascule. La peur ne paralyse pas, elle connecte. Chaque appel devient un relais, chaque message un signal d'alerte. Ce contexte éclaire la décision la plus risquée de la nuit. En observant les écrans de surveillance, Ibrahim Traoré comprend que la séparation nette entre civils et militaires s'estompe déjà. Les insurgés, eux, perdent un avantage clé, la lisibilité du terrain. Ils ne peuvent plus distinguer clairement qui contrôle quoi, ni où se situe la ligne de front. Ainsi, avant même l'arrivée des renforts loyaux, le rapport de force commence à se déplacer. Non pas par une supériorité militaire, mais par une densité humaine imprévue. Ce premier déplacement répond à la question ouverte au début, la nuit bascule lorsque l'initiative change de main, et cette initiative naît ici, dans un espace que les comploteurs n'avaient pas intégré à leurs calculs. L'irruption des civils ne se fait pas de manière abstraite, elle prend corps à travers des visages, des gestes simples et des décisions individuelles prises sous pression. Parmi eux, une femme âgée s'avance la première et lance une phrase courte, presque banale, mais lourde de sens. Le pays n'est pas à vendre. Ce n'est ni un slogan préparé, ni un mot d'ordre politique. C'est un réflexe, capté par les caméras de surveillance et relayé de proche en proche. Dans la cour du complexe présidentiel, les profils se mêlent. Un étudiant bloque un couloir avec d'autres jeunes, bras croisés. Un mécanicien brandit une clé anglaise, non comme une arme structurée, mais comme un symbole de refus. Une mère de famille reste immobile, créant une frontière humaine que les mercenaires hésitent à franchir. Ces scènes, brèves et fragmentées, produisent un effet immédiat. Elles brouillent,
la hiérarchie habituelle du champ de bataille. À l'intérieur, les officiers observent. Pour Ibrahim Traoré, ces images ne sont pas seulement rassurantes, elles sont révélatrices. Elles montrent que l'autorité ne circule plus uniquement par les ordres, mais par l'exemple et l'adhésion spontanée. Lorsqu'il ordonne l'ouverture des portes, le geste est interprété comme un risque extrême. Pourtant, son impact est mesurable en quelques minutes. La confusion gagne le camp adverse, tandis que la cohésion se renforce côté défense. Ce basculement précoce a une conséquence directe. Les insurgés, préparés à une opération rapide et chirurgicale, doivent désormais composer avec une résistance imprévisible. Leur tempo se brise. Chaque seconde gagnée par cette présence civile augmente la probabilité d'une contre-réaction militaire loyale. Et ce que cela révèle, c'est que cette nuit révèle que le premier impact n'est pas stratégique mais psychologique. Avant 2h47, le plan des conspirateurs est linéaire. Une intrusion discrète, une neutralisation rapide du sommet, puis l'annonce d'un changement de pouvoir avant que la ville ne se réveille. Après 3 ans, ce scénario se fissure. L'irruption des civils et l'hésitation des mercenaires modifient le rythme de l'opération. Ce qui devait durer quelques minutes commence à s'étirer. Et chaque minute supplémentaire joue contre eux. La phase d'activation est brutale. Des tirs éclatent en l'air pour disperser la foule. Ils sont censés créer un réflexe de fuite. Il n'a pas lieu. Les civils avancent lentement, sans formation militaire, mais avec une constance qui déstabilise. À l'intérieur du centre de commandement, un officier signale une donnée clé. Les assaillants hésitent. Cette hésitation marque l'entrée dans le deuxième temps, celui du basculement. Ibrahim Traoré saisit alors un micro. Sa voix, relayée par des haut-parleurs improvisés, traverse les cours et les rues adjacentes. Il demande aux civils de rentrer chez eux, affirmant qu'il ne peut accepter qu'ils meurent porte-Toussaint. Pour lui, le silence qui suit est court. Une institutrice, debout sur une voiture, répond que le pays est déjà leur maison. Cette réplique, reprise par dizaines de voix, transforme la dynamique. La foule cesse d'être défensive. Elle devient affirmée, presque conquérante. Le point culminant survient peu après. À 3h45, les communications explosent. Des milliers d'appels, de messages, d'alertes circulent vers la capitale. Parents, voisins, collègues se mobilisent. Sans chef identifié, un réseau de coordination informelle prend forme. Les insurgés, qui misaient sur la peur, se retrouvent encerclés par une pression sociale qu'ils ne savent pas contrer. Leur avantage initial, fondé sur la surprise, disparaît. La phase de réplique commence avec l'arrivée des unités militaires loyales. Déclenchées par un ordre direct d'Ibrahim Traoré, transmis par des canaux chiffrés, ces forces parcourent un plus de 60 km en un temps record. Leur entrée dans la périphérie de la ville inverse définitivement l'équilibre. Dans l'est de Ouagadougou, le capitaine Deyo reprend le quartier général militaire. L'arrestation du colonel Zongo, surpris en train de détruire des documents, se fait sans échange de tirs et en moins de 10 minutes. Les conséquences immédiates sont nettes. Les insurgés se dispersent, privés de coordination et de légitimité. La tentative de coup d'État échoue non pas sur un affrontement frontal, mais sur une accumulation de retards, d'erreurs et de signaux contradictoires. Ce que les conspirateurs percevaient comme un espace passif s'est révélé être un facteur actif. La nuit ne s'achève pas sur une victoire célébrée, mais sur un constat. La survie du pouvoir, cette fois, a reposé sur une chaîne d'événements imprévus où la population a servi de tampon critique entre la trahison interne et la restauration de l'ordre. Le premier indicateur mesurable concerne la vitesse de mobilisation. En situation normale, une alerte sécuritaire nocturne génère des réactions dispersées et tardives. Cette nuit-là, le niveau de base attendu était une circulation limitée de l'information, freinée par l'heure et la peur. Le delta observé est net, plus de 2000 appels enregistrés vers la capitale en moins de 30 minutes. Ce chiffre ne décrit pas seulement un volume. Il traduit une rupture temporelle, où la coordination citoyenne s'est produite à une cadence comparable à celle d'un dispositif organisé. Un second indicateur porte sur la distance et le temps de réaction militaire. Les unités loyales stationnées à plus de 60 km de Ouagadougou auraient, en temps ordinaire, nécessité plusieurs heures pour se déployer efficacement. Le niveau de base dans ce type de scénario implique des délais liés à la confirmation des ordres, à la logistique et à la sécurisation des axes. Le delta constaté est une arrivée en périphérie de la ville en un temps record,
rendu possible par un ordre direct et clair transmis par des canaux chiffrés. Cette compression du temps opérationnel a neutralisé l'avantage stratégique des insurgés. Le troisième indicateur concerne la durée des opérations clés menées après le basculement. La reprise du quartier général militaire à l'est de la capitale s'est effectuée en moins de 9 minutes, sans échange de tirs. Le niveau de base pour une telle action, en contexte post-coup, implique généralement une résistance, des pertes et une prolongation des combats. Le delta observé indique au contraire une désorganisation avancée du camp adverse et une restauration rapide de la chaîne de commandement. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler anecdotiques. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Ils montrent que la tentative de coup d'État n'a pas échoué par manque de moyens matériels, mais par incapacité à anticiper une accélération collective. Les conspirateurs tablaient sur un environnement lent et fragmenté. Ils ont rencontré un système social capable de se synchroniser en quelques minutes. Pour Ibrahim Traoré, ces données confirment une intuition formulée après coup. La décision d'ouvrir les portes et de faire confiance à la présence civile n'a pas créé le mouvement, elle l'a accompagné. Les chiffres suggèrent que la dynamique était déjà enclenchée avant toute instruction formelle. Autrement dit, l'autorité n'a pas produit la mobilisation, elle a reconnu et canalisé un phénomène existant. Cette lecture quantitative répond à la question laissée en suspens plus tôt. Le basculement ne tient pas à un acte isolé, mais à un écart mesurable entre ce que les conspirateurs attendaient et ce qui s'est réellement produit. Lorsque le delta devient trop important, la stratégie initiale s'effondre. Les critiques les plus structurées de cette nuit avancent deux objections majeures. La première affirme que laisser des civils pénétrer dans un site militaire en pleine attaque constitue une faute de sécurité grave. Selon cette lecture, la confusion créée aurait pu provoquer des tirs amis, des pertes civiles élevées et une perte durable de contrôle. Dans cette perspective, la décision associée à Ibrahim Traoré relèverait moins du courage que d'un pari émotionnel, incompatible avec les protocoles de protection de l'État. La seconde objection va plus loin. Elle soutient que cette mobilisation populaire révèle en réalité une faiblesse institutionnelle. Si des citoyens doivent former un bouclier humain pour protéger leur président, c'est que l'armée et les services de sécurité auraient failli dans leur mission première. La survie du pouvoir serait alors attribuable au charisme d'un homme et non à la solidité des structures, ouvrant la voie à une instabilité future dès que l'élan populaire retomberait. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les éléments disponibles permettent de les nuancer. D'abord, les enquêtes postérieures montrent que les unités loyales n'étaient pas absentes par négligence, mais délibérément éloignées par des ordres frauduleux émis avant l'attaque. Le vide sécuritaire était donc artificiel et temporaire. La présence civile n'a pas remplacé l'armée, elle a comblé un intervalle tactique jusqu'au retour des forces régulières. Ensuite, les faits contredisent l'hypothèse du chaos. Aucun bâtiment institutionnel majeur n'a été perdu, aucune zone sensible n'a été compromise et la coordination entre civils et soldats s'est faite de manière spontanée mais disciplinée. Loin d'une dérive anarchique, la situation a montré qu'une confiance minimale pouvait générer une forme d'ordre émergent suffisante pour stabiliser le centre de commandement. Enfin, réduire l'événement à un simple effet de charisme ignore la dimension collective révélée cette nuit-là. La réaction ne s'est pas déclenchée à partir d'un discours, mais d'une circulation rapide de l'information et d'un sentiment partagé d'appropriation du destin national. Ibrahim Traoré a incarné ce moment, sans en être l'unique moteur. Ainsi, la mobilisation populaire n'apparaît ni comme une faute irréparable, ni comme un aveu d'échec institutionnel, mais comme un mécanisme de résilience exceptionnelle activé sous contrainte extrême. La question devient alors moins de savoir si ce choix était parfait que de comprendre pourquoi il a fonctionné dans ce contexte précis. Cette phrase, murmurée devant les écrans de contrôle, marque un tournant analytique. Jusqu'ici, les événements pouvaient être lus comme une défense improvisée face à une trahison interne. À partir de ce point médian, la lecture s'inverse. Il ne s'agit plus seulement de protéger un centre de pouvoir, mais de constater l'émergence d'un acteur collectif
capable d'imposer un coût immédiat à toute tentative de prise illégitime. Le changement est subtil, mais décisif. Les conspirateurs avaient conçu une opération militaire. Ils se retrouvent confrontés à un phénomène social. La logique de la force, fondée sur la précision et la rapidité, se heurte à une logique de masse, lente mais persistante. Cette asymétrie rend leurs outils inadaptés. Chaque geste devient risqué, chaque tir potentiellement contre-productif. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule clarifie aussi la suite. La survie de la nuit ne garantit rien pour l'avenir, mais elle révèle une ressource jusqu'alors invisible dans les équations de pouvoir, la capacité d'auto-organisation citoyenne. Ce n'est ni une institution formelle, ni une milice, mais un capital de cohésion qui peut, dans certaines conditions, bloquer une prise de contrôle violente. Ce midpoint révèle donc moins une victoire qu'un déplacement du problème. Si le peuple peut se lever en une nuit, la vraie question devient celle de l'après. Comment transformer une énergie défensive en structure durable, sans la figer ni la trahir ? Pour l'État, l'impact immédiat est double. À court terme, les institutions centrales sont préservées. Aucun bâtiment stratégique n'est perdu, aucune chaîne de commandement essentielle ne s'effondre. Cette continuité évite un vide de pouvoir qui aurait entraîné une reconnaissance implicite des putschistes ou une fragmentation administrative. À moyen terme, toutefois, l'événement expose une vulnérabilité interne profonde. Les ordres frauduleux, les déplacements ciblés d'officiers loyaux et la proximité de certains conspirateurs avec les rouages administratifs imposent une révision urgente des mécanismes de contrôle. Pour Ibrahim Traoré, la survie institutionnelle devient inséparable d'un nettoyage structurel. Du côté des entreprises, le choc est immédiat et mesurable. Plusieurs acteurs économiques locaux sont impliqués pour avoir financé la logistique du complot. Le signal envoyé est clair, la frontière entre affaires et pouvoir ne sera plus tolérée dans l'ombre. A l'inverse, certaines sociétés minières étrangères voient leurs contrats suspendus en attendant des audits. La réaction du marché est brutale, avec une chute notable de l'indice boursier sous-régional et un gel temporaire des nouveaux investissements. À court terme, l'incertitude domine. À plus long terme, une clarification des règles pourrait rétablir une confiance conditionnelle fondée sur la transparence plutôt que sur les réseaux informels. Pour les citoyens, la conséquence la plus marquante est symbolique mais durable. Ceux qui ont formé un bouclier humain autour du palais présidentiel ne se perçoivent plus comme de simples spectateurs. Dans les jours suivants, des milliers de collectifs citoyens émergent à travers le pays. Forums publics, demandes d'audit, exigences de publication budgétaire et protection pour les lanceurs d'alerte deviennent des revendications centrales. Cette politisation rapide crée un espoir inédit, mais aussi une pression nouvelle sur le pouvoir. La mobilisation qui a sauvé la nuit peut désormais contester les lenteurs de l'après. À l'échelle régionale, l'événement dépasse les frontières du Burkina Faso. Au Niger et au Mali, des mouvements populaires se réclament explicitement de la nuit de Ouagadougou. Le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un contre-modèle face au coup d'État classique, non fondé sur la seule force armée. Dans certains cercles diplomatiques, on évoque un effet domino inversé. Non pas la contagion de l'instabilité, mais celle de la résistance populaire. Cette lecture inquiète autant qu'elle inspire, car elle remet en question des équilibres établis. Ainsi, les conséquences ne se limitent pas à une victoire ponctuelle. Elles redessinent les rapports entre pouvoir, économie et société. Le gain le plus tangible n'est pas la sécurité retrouvée, mais une fenêtre étroite où des transformations profondes deviennent possibles, à condition d'être rapidement encadrées. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation progressive. Les arrestations liées au complot se poursuivent, les enquêtes aboutissent à des procès visibles et les mécanismes de contre-espionnage sont renforcés. Les partenaires économiques, d'abord prudents, acceptent de renégocier sous supervision indépendante. La dynamique citoyenne se maintient, mais se structure autour de cadres institutionnels. Dans ce cas, la crise agit comme un accélérateur de réformes déjà annoncées, sans bouleverser totalement l'architecture de l'État. Le second scénario, optimiste, suppose que l'élan populaire se transforme en levier durable de gouvernance. Les audits deviennent réguliers, les rotations militaires réduisent les risques de factions internes
et la transparence administrative progresse de manière mesurable. Les entreprises étrangères coopèrent pour sécuriser leurs investissements dans un cadre plus clair. La participation citoyenne, loin de s'essouffler, s'intègre à des dispositifs formels de consultation. Ce scénario ferait de la nuit de Ouagadougou un point de bascule historique où une mobilisation exceptionnelle débouche sur une refondation partielle du contrat social. Le troisième scénario, pessimiste, envisage une résurgence des réseaux souterrains. La ferveur populaire retombe, tandis que les structures traditionnelles résistent au changement. Les procès prennent du retard, les promesses de transparence s'enlisent et la fatigue démocratique s'installe. Des acteurs hostiles, internes ou externes, réorganisent leur soutien. Des campagnes de désinformation fragilisent de la confiance et des poches militaires non purgées renouent avec des appuis extérieurs. Dans ce contexte, un nouveau basculement devient pensable, plus discret et plus légaliste. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Aucun scénario n'est automatique. La survie d'un président ne garantit pas celle d'un système, pas plus qu'une mobilisation nocturne n'assure un changement durable. La variable décisive réside dans la capacité à transformer une vigilance spontanée en pratique quotidienne, sans l'épuiser ni la détourner. Ainsi, l'avenir ne dépend pas d'un choix unique, mais d'une série de décisions cumulatives, souvent moins spectaculaires que la nuit elle-même. C'est dans cet espace, entre l'urgence passée et la routine à venir, que se jouera l'essentiel. Pour une première catégorie de spectateurs, ceux qui vivent dans des contextes de fragilité institutionnelle, l'épisode agit comme un miroir. Il montre que la passivité n'est pas une fatalité et que, dans certaines circonstances, l'action collective peut créer un espace de protection là où les mécanismes formels sont momentanément défaillants. Le message implicite n'est pas une invitation à l'affrontement, mais à la vigilance organisée, capable de combler des failles temporaires sans s'y substituer durablement. Pour un second groupe, plus proche des milieux économiques et administratifs, la nuit de Ouagadougou rappelle le coût réel de l'opacité. Les liens dissimulés entre pouvoir, affaires et réseaux informels apparaissent comme des facteurs de risque systémiques. Lorsque la confiance se rompt, les marchés réagissent brutalement et les marges de manœuvre se réduisent. L'enseignement principal tient en une idée simple. La stabilité n'est pas seulement une affaire de sécurité, mais de lisibilité et de règles partagées. Un troisième groupe, souvent plus jeune, perçoit l'événement sous un angle différent. Pour cette génération, habituée aux réseaux sociaux et aux mobilisations rapides, la séquence confirme que l'engagement peut produire des effets tangibles, même face à des structures lourdes. La circulation de l'information, la coordination informelle et le sentiment d'appropriation collective deviennent des leviers crédibles à condition de ne pas se dissoudre une fois l'urgence passée. Deux pistes concrètes émergent de ces lectures. La première consiste à s'informer activement en recoupant les sources et en suivant les décisions prises après la crise, pas seulement l'événement lui-même. La seconde invite à participer localement, dans des cadres civiques existants ou à créer afin que l'énergie collective ne reste pas confinée à des moments exceptionnels. Ainsi, quel que soit le point d'entrée, l'épisode interpelle moins par son héroïsme que par la responsabilité qu'il transfère silencieusement à ceux qui l'observent. La première étape consiste à sécuriser la vérité factuelle. Les enquêtes liées à la tentative de coup d'État doivent être menées jusqu'à leur terme, avec des procédures visibles et compréhensibles. Qui a donné quels ordres, quand et par quels canaux? Ces réponses conditionnent la restauration de la confiance. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas seulement judiciaire, mais politique, car chaque zone d'ombre nourrit le soupçon et fragilise la légitimité acquise cette nuit-là. La deuxième étape vise la réorganisation des forces armées, la rotation régulière des postes de commandement, la vérification indépendante des affectations sensibles et la formation civique des soldats permettent de réduire les risques de factions internes. Il ne s'agit pas d'affaiblir l'institution militaire, mais de la rendre moins vulnérable aux manipulations administratives révélées par les faits. La troisième étape touche à la transparence administrative. La publication régulière des budgets, des contrats stratégiques et des audits crée un environnement où les alliances occultes deviennent plus coûteuses.
Cette mesure répond directement aux attentes exprimées par les collectifs citoyens apparus après la crise, sans transformer la mobilisation en opposition permanente. La quatrième étape concerne la participation populaire structurée. Des comités locaux, reliés aux institutions nationales, peuvent servir d'interface entre l'État et les citoyens, notamment dans les zones rurales. Leur rôle n'est pas de gouverner, mais d'alerter, de relayer et d'évaluer les engagements pris. Enfin, une cinquième étape s'impose, l'ancrage régional. En partageant certaines pratiques de prévention et de contrôle avec les pays voisins, le Burkina Faso réduit l'isolement stratégique et transforme une expérience nationale en apprentissage collectif. Cette séquence répond à la question ouverte plus tôt. La mobilisation peut sauver une nuit, seule une méthode partagée peut protéger les mois qui suivent. Au lever du jour, l'image qui reste n'est pas celle des écrans de contrôle ni des arrestations silencieuses. Elle est plus simple. Ibrahim Traoré se tient devant un monument dressé à la mémoire des civils tombés cette nuit-là. Des noms gravés, des dates courtes et le poids d'une responsabilité qui dépasse la victoire immédiate. Les visages aperçus dans la cour reviennent à l'esprit, l'institutrice, le mécanicien, l'étudiant, la mère de famille, ceux qui n'avaient ni plan ni uniforme, mais qui ont tenu une ligne invisible. Ce rappel ferme une boucle ouverte plus tôt. La nuit de Ouagadougou n'a pas été gagnée par un geste héroïque isolé, mais par l'addition de décisions ordinaires prises sous contrainte extrême. Chacun a agi à son échelle sans certitude de succès, avec la conviction que reculer coûterait plus cher que rester. Ce sont ces choix minuscules qui ont ralenti la trahison, puis permis sa défaite. Pour le pouvoir, l'émotion est ambivalente. Elle nourrit une légitimité nouvelle, mais elle impose aussi une exigence accrue. Être porté par une population signifie devoir répondre à ses attentes, même lorsque l'urgence disparaît. Le monument n'est pas seulement un hommage, c'est un rappel permanent de ce qui a été confié. Une nuit a uni le peuple, l'après doit l'honorer. La nuit de Ouagadougou a montré ce que peut produire une convergence rare entre décisions politiques, réactions citoyennes et circonstances extrêmes. Mais une fois l'émotion retombée, une autre question s'impose, plus discrète et plus exigeante. Comment transformer un sursaut collectif en pratique durable sans en faire un mythe figé ni un instrument de pouvoir ? Pour les observateurs extérieurs, l'épisode invite à dépasser la lecture spectaculaire. Il incite à suivre ce qui se joue après. Les procès, les réformes, les compromis, les lenteurs aussi. Pour les citoyens burkinabés, il rappelle que la vigilance ne se limite pas au moment de crise. Elle se construit dans le quotidien, par l'attention portée aux décisions, au budget, aux engagements tenus ou différés. Ibrahim Traoré reste au centre de cette séquence, non comme un héros solitaire, mais comme un point de convergence entre attentes populaires et contraintes institutionnelles. La suite dépendra moins de la mémoire de la nuit que de la capacité collective à en tirer des règles d'action. La question finale n'est donc pas de savoir si un tel événement peut se reproduire, mais comment chacun, à son niveau, peut contribuer à ce que l'exception ne soit plus la seule réponse possible.